Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois. Je vais vous parler de traduction et non pas de composition. Alors, nous allons traiter deux tout petits textes pour constater qu'il y a énormément de points de grammaire qui jalonnent nos textes agrégatifs, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe. Alors, je vous propose un petit fragment de Thésée et un autre fragment de Corazón tan Blanco. Et il y a de quoi faire dans ces petits fragments. Alors, je vais vous montrer ce qui suit. Donc la première chose qui peut nous interpeller dans ce thème, il est évidemment très court comparativement à ce que vous auriez le jour du concours. La première chose, c'est la forme. Vous savez qu'il faut proposer une traduction tout à fait littérale le plus possible, bien sûr, non pas au détriment du sens ou dans certains cas de la forme, mais il faut respecter dans un premier temps la forme globale du texte. Ici, tout simplement, nous avons un alinéa. Nous allons le reproduire. C'est la même chose. Donc, je vais simplement traduire au fur et à mesure pour vous montrer. Donc, petit alinéa, pareillement, c'est pour mon fils Hippolyte que je souhaitais raconter ma vie. Alors, nous avons nous avons deux propositions ici, que je vais surligner, qui renvoie à une tournure emphatique forte. Attention, il existe des tournures emphatiques faibles également, que l'on utilise beaucoup en français. On place en tête de phrase l'élément sur lequel on insiste, par exemple, ici, je suis né. La tournure emphatique forte va viser à mettre l'accent sur l'élément sur lequel on insiste. Dans mon cas, c'est ici. Donc, c'est ici que je suis né. Nous avons donc en français systématiquement le présentatif être, souvent c'est au présent, quel que soit le temps de la proposition subordonnée, il se trouve ici, suivi de l'élément sur lequel on insiste, pour mon fils Hippolyte dans ce cas, suivi d'un relatif qui est en français soit qui, soit que, et nous avons la proposition subordonnée relative. Alors, qu'est-ce que cela peut nous donner justement ici, puisqu'il y a beaucoup de contraintes en espagnol pour traduire la tournure emphatique forte. C'est pour mon fils que je souhaitais. La première chose qui doit attirer notre attention est le temps du verbe de la proposition subordonnée relative. Subordonnée relative est ici, elle commence par que ou qui. Et ce verbe est à l'imparfait. Je souhaitais. Première personne du singulier. Ce qui signifie qu'en espagnol, pour que la tournure soit parfaitement correcte grammaticalement selon la RAE, il nous faut le même temps pour les verbes de la proposition principale et de la proposition subordonnée relative. Nous ne pouvons pas avoir espera et deseaba. Ce n'est pas possible. Sauf un cas particulier, mais je ne vais pas l'évoquer tout de suite, dont nous allons avoir une concordance. Le présentatif en espagnol est systématiquement ser, ce ne sera jamais estar pour la tournure emphatique forte, ce qui nous donne era, puisque nous avons notre verbe de la proposition subordonnée relative qui est à l'imparfait. Il y a concordance, donc ser à l'imparfait également. Era para mi hijo Hipólito, donc normalement les noms propres ne se traduisent pas sauf référents culturels et les personnages mythologiques en sont un exemple. Ne paniquez pas en vous disant je ne saurais pas le jour J comment traduire Hippolyte. Vous aurez peut-être des passages qui seront amputés, cela dépendra, et puis quand bien même ce n'est qu'un nom propre parmi d'autres. Donc, era para mi hijo Hipólito, donc on insiste sur une personne, mi hijo Hipólito, qui est précédé d'une préposition, nous verrons ça ensuite. Et le relatif pour traduire la personne est en général quien, quienes. Donc, quien deseaba, quería contar mi vida. Ce n'est pas fini, mais... Donc, c'est la deuxième contrainte. La première, je parlais de la concordance des temps des deux propositions, des verbes des deux propositions. Ensuite, donc à l'imparfait dans notre cas. Ensuite, nous avons
Le relatif qu'il faut penser à traduire en français, c'est toujours que ou qui, mais en espagnol, ce sera peut-être quien, ce sera peut-être como, por lo que, etc. Donde, cuando, dépendant de l'élément sur lequel on insiste, de sa nature. Ici, ça renvoie à une personne, donc c'est quien, sans accent graphique. Et il y a une dernière contrainte pour le locuteur hispanophone, qui est la préposition qui précède l'élément sur lequel on insiste. Donc, l'élément sur lequel on insiste, la personne, mi hijo Hipólito, et la préposition qui précède est para, qui exprime le but, que nous allons, en espagnol donc, reporter devant le relatif que nous avons choisi. Donc, era para mi hijo Hipólito, para quien deseaba contar mi vida. De la même façon, es de allí, de donde vengo. Allí, l'élément sur lequel j'insiste, le lieu, de la préposition qui précède, donc nous allons reporter cette préposition devant le relatif qui est donde, pour marquer le lieu. De allí, de donde. Même cas de figure. Pour l'en instruire, vous savez qu'en espagnol, il ne faut pas d'omission et le pronom complément en doit être rendu. Donc, afin de, con el fin de. Alors, nous avons le verbe instruir, instruirlo. C'est vrai qu'il est étrange en espagnol de dire con ella, par exemple, en parlant de la vie, de l'en instruire, de l'instruire en lien avec sa vie. Et c'est un peu lourd, donc nous pourrions nous en passer. Il est possible d'opter pour autre chose, une autre construction, par exemple, con el fin de ou para que se enterase de ella. Un sous-entendu, la vie, la vida. Ce qui s'y prête plus aisément. Mais il n'est plus. De quoi parle-t-on ici? Donc, pero, ici, sans problème. Vous avez remarqué que le point-virgule est accolé au mot qui précède. Bon, en l'occurrence, ici, à ella. Il n'y a pas d'espace comme en français avant et après le point-virgule. C'est la même chose pour les deux points en espagnol. Mais il n'est plus en parlant d'Hippolyte. Hein, donc, il est mort. Ici, nous avons une litote, une atténuation. Pero, non pas no está, mais ya no está, puisque c'est plus, ne plus. Ya no está. Et je raconterai quand même. Nous avons plusieurs options. Hein, quand même, y aún así. La contaré. La difficulté résidait dans le pronom complément, c'est-à-dire la vie. Parce qu'en espagnol, nous n'allons pas pouvoir dire contaré. Contaré que. Nous avons besoin d'un complément d'objet, donc nous ajoutons le pronom complément en parlant de la vie. Ou alors, y la contaré de todos modos. En l'occurrence. Donc une première phrase et beaucoup de difficultés, finalement grammaticales, beaucoup de choses auxquelles penser. Nous allons nous entraîner avec la première phrase de la version suivante, hein, pour vous montrer justement que chaque traduction regorge de points de grammaire, temporels et autres. Alors nous avons une phrase qui ne semble pas si complexe du point de vue du sens, mais finalement à retranscrire ne s'avère pas si aisée. Alors, la verdad es que si en tiempos recientes he querido saber lo que sucedió, hace mucho ha sido justamente a causa de mi matrimonio, pero más bien no he querido y lo he sabido. Donc, en apparence, cela peut sembler simple, hein, mais pas si simple. Alors, la première chose, hein, nous avons notre alinéa, nous allons le reproduire. La verdad es que est une forme d'expression toute faite. Nous ne pourrons pas dire la vérité c'est que, c'est très maladroit, c'est assez oralisant. Nous aurions plutôt tendance à utiliser en vérité pour rendre la verdad es que. Tout ça. En vérité, à vrai dire. Alors il n'y a pas de virgule, ne rajoutons pas de signe de ponctuation.
même si parfois nous sommes tentés de le faire pour ne pas nous éloigner de la forme initiale. Donc, si, comme en espagnol, si en tiempos recientes, nous avons ici une autre formulation qui nous amène à le traduire probablement à travers un adverbe. On ne va pas dire dans des temps récents. Cela semble maladroit. Nous serions plutôt tentés d'utiliser récemment. En vérité, si récemment, attention à la construction des adverbes, en français, cela part de l'adjectif au singulier masculin, récent. Donc nous avons en l'occurrence, je fais un petit aparté. Pour le transformer en adverbe, nous allons utiliser la voyelle qui se trouve ici. Et nous allons dédoubler le M de l'adverbe en ment. Ainsi, récemment. Si vous avez méchamment, nous partons de l'adjectif singulier masculin, méchant, qui comporte un A et non pas un E, ce qui va nous donner mécha plus 2M, ENT. Voilà comment nous pouvons procéder. Donc, en vérité, si récemment, nous avons he querido, nous avons un deuxième verbe suite à es, qui est conjugué au passé composé. He querido saber, et nous avons un troisième verbe qui est conjugué au passé simple. Si l'espagnol a choisi un temps composé, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est bien que nous avons une action qui est placée, nous avons des actions qui sont placées sur différentes temporalités. Donc il y a une antériorité qui est marquée systématiquement par les temps composés. Le passé simple se produit par exemple en premier dans le passé, et bien avant cela, ou avant cela tout simplement, nous avons un temps composé. Le passé composé, le plus que parfait, indépendant de ce dont il est question. Ici, cela n'a pas vraiment d'impact. Alors, he querido saber, donc j'ai voulu, ainsi le retranscrit mot à mot. Cependant, notons qu'en français, les temps composés placent, syntaxiquement parlant, l'adverbe entre les deux particules. J'ai toujours voulu savoir. Je n'ai jamais aimé. L'espagnol agit tout à fait différemment, puisque nous avons l'adverbe qui est souvent antéposé ou postposé à la construction verbale des temps composés. L'adverbe ne se situe quasiment jamais entre les deux particules, il y a une ou deux exceptions. Donc nous allons plutôt placer récemment entre les deux particules de notre temps composé. En vérité, si j'ai récemment voulu savoir, conservons notre verbe saber, alors lo que sucedió, est-ce que nous considérons que le passé simple renvoie à une action qui est antérieure à celle du passé composé, ou elle précède le passé composé? Nous pourrions supposer ici que c'est encore plus lointain, puisque nous avons en premier plan donc déjà le es maintenant, récemment, he querido, passé composé, et plus loin encore dans le temps, nous avons dans cette phrase le passé simple, qui ne renverra pas à un passé simple en français, mais pour marquer l'antériorité, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant un temps qui est déjà composé tel que le passé composé, nous allons devoir utiliser un autre temps composé qui exprime cet éloignement, l'antériorité. Et il s'agit du coup du plus que parfait. Si j'ai récemment voulu savoir ce qui s'était passé, hace mucho, ici ellipse de tiempo, mucho tiempo, il y a longtemps, ha sido justamente a causa del matrimonio. La construction s'apparente grandement à une tournure emphatique forte, dont les propositions sont un petit peu altérées syntaxiquement parlant, c'est-à-dire que nous avons l'impression que la phrase renvoie à ha sido justamente a causa de mi matrimonio, a causa de lo cual, ou alors por lo que he querido saber lo que sucedió. Nous avons donc une concordance entre les verbes des deux propositions,
au passé composé. Or, en français, nous avons vu que le présentatif, la proposition principale, le présentatif c'est est très souvent au présent. Je pense que c'est ce qu'on proposerait. Plutôt que de dire ça a été, probablement que nous privilégierions c'est. Donc, si j'ai récemment voulu savoir ce qui s'était passé il y a longtemps, c'est, plutôt que ça a été, qui semble très lourd. C'est, alors justamente, justement ou précisément, hein, les deux sont possibles, à cause de mon... Alors, mi matrimonio peut renvoyer à différents cas de figure. Ici, ça peut être le mariage. Hein, cela pourrait renvoyer à la boda, cela pourrait renvoyer au couple. Ici, nous pouvons considérer le mariage, qui peut d'ailleurs faire écho à ces deux idées. De mon mariage. Et là, nous avons une construction que l'on peut suivre mot à mot, mais qui semblera étrange. C'est-à-dire, mais plutôt, je n'ai pas voulu et je l'ai su. Ce qui est un peu maladroit. Alors, mais, nous pourrions intervertir les deux propositions, no he querido, lo he sabido, mais pardon, j'ai pourtant su les choses, ou je l'ai pourtant su, sans l'avoir voulu. Pour que la formulation soit plus idiomatique, il est évidemment possible de dire « mais je ne l'ai plutôt pas voulu et l'ai su ». Voilà pour ces deux premières phrases de deux traductions qui présentent d'ores et déjà bien des défis. À très bientôt.